Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravie de vous accueillir pour ce webinaire. Je suis Solène de Bonis. Je suis en charge de la coordination du concours Positif Futur dans le cadre duquel nous organisons ce webinaire ce soir. Avant de commencer, je vais peut-être faire une courte présentation de Positif Futur, du concours. Qu'est-ce que c'est? Juste pour remettre un petit peu dans le contexte. Donc en fait, Positif Futur est une initiative qui est née d'une rencontre entre l'Institut d'études avancées de Paris, l'IEA, et la Fondation 2100, et sur le constat qu'ils ont fait du fait qu'on avait énormément dans notre société aujourd'hui des visions et des scénarios un peu catastrophistes et très dystopiques, sur notre avenir. Je parle surtout au niveau de la science-fiction. Je pense que, si je vous dis La Servante écarlate, Black Mirror, ce sont des références, que beaucoup connaissent et qui proposent une vision assez dystopique de l'avenir. Pourtant, bon, alors c'est sûr qu'on n'a pas une actualité particulièrement réjouissante en ce moment et qui ne sera probablement pas plus réjouissante demain, mais il existe en fait des études de prospective qui présentent des pistes de réflexion, des pistes oui, de réflexion sur les transformations à venir et qui ne sont pas tout à fait aussi négatives et aussi dystopiques que le présente la science-fiction aujourd'hui. Et du coup, à partir de ce constat-là, en fait, l'IEA de Paris et la Fondation 2100 ont décidé de s'associer pour monter un concours qui se présente comme un outil, en fait, d'abord pour faire connaître, un petit peu plus largement les études de prospective. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Et surtout pour, à partir de ces études prospectives, stimuler l'imagination et permettre la création de récits un petit peu plus positifs ou en tout cas, un petit peu plus, réalistes, mais, à propos d'un futur plus désirable, en fait. Voilà, donc c'est l'intérêt en fait du concours, Positif Futur. La première édition portait sur la ville en 2100 et cette année nous renouvelons le concours, pardon, sur le thème, du travail en 2050 avec le soutien de l'ANACT et de l'INRS. Voilà, et c'est dans le cadre de ce concours que nous recevons avec nous ce soir Marine Alamel. Donc Marine, vous avez, d'abord été chef de projet pour TF1, pour le Moulin Rouge, avant de créer votre micro-entreprise pour, développer, alors je vous cite: «Des jeux, des expositions, des spectacles, des identités de marque et des expériences immersives à forte dimension créative à l'attention des grandes marques françaises». Alors du coup, vous œuvrez plus concrètement pour ce que vous appelez le design d'expérience. Vous faites de l'accompagnement en stratégie de marque, vous faites également de la formation en entreprise et vous donnez, également c'est pour ça aussi on vous a avec nous ce soir, des conférences sur, le sujet de l'émerveillement. Vous soulignez l'importance de l'expérience pour remettre du sens dans nos vies et plus spécifiquement dans notre travail au quotidien, tout cela dans le but d'aller vers un futur plus souhaitable. Alors aujourd'hui, vous avez accepté de nous parler du pouvoir de cet émerveillement dans notre rapport au travail. Et la question est comment réenchanter notre rapport au travail, le monde du travail plus généralement grâce à l'émerveillement. Tout à fait. Merci beaucoup Solène. Bienvenue à tous. Je pense, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ouais, super. Merci. Merci pour cette présentation. Effectivement, je vais ce soir vous parler de l'émerveillement, de comment on pourrait l'imaginer s'intégrer dans le rapport au travail. Je vous donnerai aussi des pistes dans le cadre du concours, justement, pour imaginer le travail en 2050, aussi des pistes de réflexion sur comment articuler un récit, en y injectant de l'émerveillement. Voilà, comme ça, il y aura une phase un peu plus théorique et puis une phase un peu plus pratique. Je vais donc partager ma présentation. Hop, et je vais la mettre en plein écran. J'arrive. Voilà. Est-ce que vous voyez bien le PowerPoint? C'est tout Ouais, bon. super. Ouais. Merci.
Hem, bah, super, voilà, merci. Donc je vais commencer par, par vous dire peut-être que ce webinaire, il va donner plutôt une petite capsule d'inspiration. Hem, je viens pas spécifiquement, moi, du milieu de la prospective, du milieu académique de la prospective, mais plus d'une expérience terrain, heu et dont je vais vous parler aussi, heu, pour pouvoir aujourd'hui vous présenter quelque chose qui soit plutôt inspirant sur, comment imaginer l'émerveillement, comment le remettre au cœur de nos sociétés et du travail. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous proposer juste une petite expérience de 30 secondes. C'est celle de fermer les yeux, de prendre une inspiration et de se reconnecter, avec qu'est-ce que pour moi l'émerveillement? Qu'est-ce que ça vous évoque? Et puis peut-être que naturellement va venir votre dernière expérience d'émerveillement ou une expérience d'émerveillement qui vous a marqué. Voilà, je vous laisse encore quelques secondes. Ce qui est souvent intéressant quand on fait cet exercice, c'est qu'il y a une petite fissure qui se dessine un petit peu sur le sourire, donc ça nous reconnecte, ça nous replace dans un imaginaire qui nous fait souvent du bien. Et puis, bah, gardez, de manière présente avec vous ce qui vous est venu et puis on en reparlera un petit peu après, la présentation aussi de ce qu'est l'émerveillement et voir comment ça résonne pour vous. En introduction, je voulais vous présenter une citation que j'aime beaucoup, qui dit: «Supposez-vous que l'émerveillement est le propre des enfants et des ingénus? Je vous invite à penser qu'il n'y a rien de plus adulte ni de plus sérieux que de s'émerveiller». Michael Edwards, qui est donc un poète, anglais et on va revenir dessus sur ce sujet du sérieux à s'émerveiller. Donc en introduction, pour vous situer un petit peu le plan de la présentation, on va d'abord voir donc le rapport entre l'émerveillement et le travail. Qu'est-ce que sont déjà ces 2 entités? Et aussi comment on peut les relier? Heu et pourquoi? Pourquoi en fait les relier? Pourquoi vouloir aller chercher de l'émerveillement dans le travail? Quel est le but de tout ça? Et puis ensuite, un chapitre un peu plus travail de l'émerveillement où je vous donnerai quelques clés, sur comment diffuser l'émerveillement dans les productions, qui vont être amenées à être réalisées dans le cadre du concours ou, dans des cadres, plus personnels. Aussi, ça peut marcher. Je vous refais juste ma petite présentation juste pour une raison, c'est que, elle est très en lien avec, cette logique d'émerveillement qui arrive, après, et qui témoigne un peu de l'évolution aussi de ma compréhension de l'émerveillement. Donc effectivement, j'ai un parcours, dans un grand média, TV, dans un organisme de spectacle vivant et moi je m'occupais beaucoup de trouver des concepts de divertissement, d'être, à la fois à la frontière entre l'innovation et le marketing, donc imaginer, le futur du divertissement, imaginer des jeux, imaginer des spectacles, imaginer des expériences, et ensuite dans la traduction concrète une fois qu'on le produit, comment on en parle, comment on fait connaître des nouvelles expériences. Hem et c'est vrai que, bah, tout ça, ça fait à peu près une dizaine d'années, dans mon parcours. Ça m'a beaucoup plu et je me suis dit: «Mais c'est super parce que voilà, je suis dans ce strass et paillettes, je suis dans l'émerveillement, je suis dans la factory de l'émerveillement, l'usine à émerveillement». Hem, donc pour moi, c'était ça, en fait, l'émerveillement. Quelque chose qui procure de la joie, qui est un peu strass et paillettes. Et puis, en fait, ce qui a été, intéressant, c'est que, bah, il y a quelques années, je me suis rendu compte que en fait, j'avais besoin d'aller voir plus en profondeur, de ce sujet-là et comprendre vraiment ce qui me procurait de l'épanouissement. Donc je me suis mise en quête de mon propre émerveillement, sans le savoir à l'époque, j'avais pas vraiment mis ces mots dessus. Et donc j'ai été faire un tour des écolieux en France. J'avais besoin de voir comment on vivait d'une autre manière, comment est-ce qu'on pouvait, façonner des modes de vie qui soient différents de ceux que je connaissais.
Je deviens aussi nomade, je vais explorer un petit peu des coins de la France qui me font du bien, où je me sens adhérer avec, le rythme de vie. Hem Et puis je me rapproche aussi de la philosophie qui me donne des clés de compréhension de moi et du monde, et qui vont aussi m'aider à comprendre ce qu'est mon propre émerveillement et ça, c'est assez intéressant aussi. L'émerveillement va être propre à chacun, et c'est intéressant aussi de faire ce pas-là, de comprendre ce qui nous émerveille, pour après aller mieux essayer de solliciter cet émerveillement et de le régénérer. Heu, donc voilà, aujourd'hui, c'est aussi depuis cet espace-là que je vous parle. Hem, j'ai créé du coup une multi-activité qui est beaucoup plus en phase avec, ce que je ressens comme besoin d'émerveillement dans ma vie. Alors justement, qu'est-ce que c'est que l'émerveillement au travail? Et pour commencer déjà, qu'est-ce que c'est l'émerveillement? Alors je vais faire la chose à l'envers, c'est-à-dire que je vais plutôt vous dire ce que n'est pas l'émerveillement. Hem Pour être sûr que, voilà, on se parle des mêmes choses. Ce n'est pas des paillettes, hein, j'ai envie de dire, c'est vraiment, important pour moi qu'on se dise que, c'est pas bisounours ce sujet, c'est pas superficiel. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez cette envie de découvrir plus. Mais voilà, quand je parle d'émerveillement, on peut souvent me prendre un petit peu pour pas une illuminée, mais, quelqu'un qui flotte dans son monde, alors que c'est un sujet très sérieux, qui n'est pas réservé qu'aux enfants. Et ça aussi, hyper important de dire que c'est accessible à tous les âges, à tous les milieux sociaux. C'est l'émerveillement, c'est vraiment une vertu qui est partagée. C'est pas une quête de sensationnel, une quête de frissons, de sensations fortes, heu, ou ni un caprice, de vouloir s'émerveiller, c'est pas inutile, en fait. Et enfin, c'est pas un besoin de faire, mais ça se rapproche plus d'un accueil. Comme on est dans une société du faire, c'est peut-être un petit peu difficile à concevoir, mais plutôt vraiment un état d'être, de se laisser en fait, prendre, de se laisser, avoir par, l'émerveillement. Et ça c'est un autre sujet qui est important, c'est que l'émerveillement, en fait, il ne se provoque pas. En fait, on va créer les conditions pour créer notre émerveillement, mais on va pas pouvoir, hop, je m'émerveille. Ça marche pas comme ça. Donc on va le voir. Donc l'émerveillement, finalement, qu'est-ce que c'est? Donc, on va reprendre un petit peu l'étymologie de ce mot. Donc ça vient du mot, mirabilia, qui est issu, ouais, c'est du latin classique, qui veut dire merveilleux. Et qui, veut dire en fait à la fois miracle et admirer. C'est-à-dire que c'est un peu comme, l'œuf ou la poule, on ne sait pas si c'est le miracle qui est avant ou si c'est le fait d'admirer qui fait le miracle. Mais en gros, c'est cette logique de miroir-là. Mirabilia, c'est un peu, le miroir aussi. C'est comment ces 2 notions-là se complémentent. Et donc ça veut dire quelque chose qui frappe d'étonnement, qui est un peu de l'ordre d'un prodige, et qui va susciter, voilà, de l'admiration, quelque chose d'assez précieux, quelque chose de savoureux. C'est surtout un état intérieur d'étonnement. Heu, C'est-à-dire que, on va d'abord s'émerveiller parce qu'on est étonné. C'est-à-dire qu'on va le voir, ça suscite quelque chose de l'ordre presque de l'incompréhension, qui fait que cet émerveillement peut prendre place. Et puis, il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Bertrand Vergely, qui dit: «C'est la capacité de recevoir le merveilleux». Et je trouve ça très joliment, explicité et très clair. Hem c'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment voir le merveilleux de l'existence, voir le merveilleux en toute chose. Et puis son homologue anglais, donc en anglais, émerveillement, ça se dit "oh" comme dans awesome, heu, qui veut dire: «Ah super». Et en anglais, ce terme, il regroupe un petit peu plus une notion plus large et c'est pour ça que je le précise ici, c'est que la notion de "oh" en anglais, elle va regrouper beaucoup plus les notions, hem, aussi de peur, de, un peu de sentiment d'être pris par quelque chose d'assez grand. Ça va vraiment être entre fascination et réjouissance, en fait. Ça va vraiment être ce duo-là. Donc c'est pour ça que l'émerveillement, il est vraiment plus profond que juste, les paillettes. Il va vraiment être, en fait, on peut être émerveillé par un volcan en fusion et en même temps en avoir un peu peur. Donc c'est multifacette. Pour qu'il y ait émerveillement, on peut distinguer 3 composantes.
et qui sont, additionnables, c'est-à-dire elles sont dépendantes les unes des autres. On ne peut pas en avoir qu'une. La première, ça va être la perception d'une immensité. Donc en fait, l'immensité, ça peut être l'immensément grand, un grand canyon, un ciel étoilé, vraiment des choses immenses, mais ça peut être aussi l'infiniment petit, hein, vraiment d'imaginer, d'aller voir tout ce qui est tout petit et qui paraît être une immensité aussi. En ce moment, il y a une vidéo qui tourne où il y a quelqu'un qui met au microscope sa larme, des larmes qui coulent et on voit en fait la beauté aussi de ce qu'il y a dans une larme. Donc, ça paraît aussi une immensité. C'est ça que je veux dire par immensité. Il y a la grandeur, mais il y a aussi l'infiniment petit. Ça peut être, je ne sais pas, le pollen sur les pattes d'une abeille. Donc voilà, c'est vraiment la perception d'une immensité. Ça va être notre première composante de l'émerveillement. Et ça peut aussi être, l'immensité, par exemple, du courage de quelqu'un. Donc c'est pas que, dans un contexte extérieur, ça peut aussi être des facultés, cognitives, des facultés, comportementales qui sont, ou un immense prestige. Voilà, ça peut aussi, être de cet ordre-là. C'est pas que, l'environnement et l'espace. La deuxième composante, ça va être celle d'un besoin d'adaptation. En fait, quand on voit quelque chose, qui enfreint la perception du monde qu'on avait, bah, ça vient nous faire un petit choc entre ce que j'avais imaginé que ce que je regarde était et ce que je vois que c'est vraiment. Et ben, en fait, il y a une petite dissonance. Ça vient un peu perturber les schémas mentaux, les préjugés que j'avais pu me faire et donc je vais devoir m'adapter pour cette nouvelle réalité. Donc c'est assez intéressant parce que ça vient un petit peu, percuter nos structures mentales et leur faire un petit peu se plastifier pour mieux comprendre comment s'adapter, à ce qu'on est en train de voir, ou de côtoyer. Et donc c'est rien que ces 2 là sont cumulables parce que, par exemple, si vous avez, une fête, surprise, une surprise party chez vous, vous allez avoir un besoin d'adaptation parce que ça va venir contrarier ce que vous aviez prévu de votre soirée. Mais si c'est pas lié à la perception d'une immensité, alors il y a pas forcément émerveillement, quoi. Il y a surprise, ça c'est sûr, mais il y a pas, forcément émerveillement en mode: «Waouh, ça me transcende». Donc c'est intéressant de voir qu'elles sont cumulables. Et la troisième, c'est un changement de la perception de soi. Donc, en fait, c'est presque même, je dirais, le plus important s'il fallait les classer, mais c'est vraiment qu'en fait, l'émerveillement va venir nous relier à plus grand que nous. Et donc, éviter le focus sur soi, sur, sa vie, sa personne et cetera et va venir nous relier à quelque chose de plus vaste, de plus collectif, de plus haut aussi, de plus grand. Et ça permet vraiment de se sentir connecté à plus grand que soi. C'est pour ça aussi qu'on dit que l'émerveillement est une expérience, philosophique, parfois spirituelle, parce qu'en fait, elle nous fait, hop, prendre, comme un étage, d'un coup. Donc on sent qu'on fait partie d'un grand tout et ça, c'est vraiment, intéressant. Voilà, donc ça, c'est études qui ont été faites dans ce sens et eux, ils parlent d'un diminished sense of self, donc vraiment une version de soi qui est diminuée au profit de quelque chose de plus grand. Voilà les 3 composantes de l'émerveillement. Et donc du coup, on peut arriver avec une définition qui est un petit peu plus complète et précise que, les définitions, peut-être plus imagées que je vous ai données tout à l'heure, qui va être: c'est un type d'expérience particulière qui implique d'être confronté à quelque chose d'impressionnant, à tel point que cela dépasse notre compréhension du monde à cet instant précis. Il nous faut alors réviser nos connaissances pour intégrer cette expérience de connexion au grand tout. Voilà, donc un mot qui paraissait peut-être assez simple, finalement, en fait, on sent la profondeur, on sent que c'est finalement pour s'émerveiller, ça nécessite à la fois pas mal de choses et à la fois c'est très simple parce qu'en fait, il ne faut pas le mentaliser, l'émerveillement, quand on le ressent. Il ne faut pas se dire: «Est-ce que je coche mes 3 cases de composantes?» mais quand on creuse, quand on se dit: «Oh, là, j'ai été émerveillée, c'était fabuleux, tiens, qu'est-ce qui a fait que j'ai été émerveillée?» On peut se plonger là-dedans. Et maintenant, on passe du côté, travail de la force. Hem, à côté de ça, le travail, lui, il a une toute autre signification. Son étymologie, elle va nous renseigner, donc il y a 2 écoles là-dessus, mais il y en a une qui va parler de tripalium, que travail viendrait de tripalium. Tripalium étant un instrument de souffrance,
un instrument de torture à 3 pieds. Donc si on choisit cette version-là, heu, on a vraiment un rapport au travail qui est très, très connoté souffrance. Et après, il y a aussi des linguistes qui se sont plutôt penchés sur la question du tra, du préfixe tra, en fait, qui pourrait être beaucoup plus parler de transition, de transformation, et c'est ce qui donne notamment trabarar, travail. Ce préfixe-là pourrait vraiment, en fait, indiquer plus une logique de: «Je transforme quelque chose en autre chose». Donc je peux transformer, du temps, des efforts, pour, produire quelque chose qui soit autre. Donc voilà, on peut garder un petit peu cette définition-là en tête aussi. Et au global, le travail va se définir de manière très simple comme produire un effort et recevoir une rémunération en échange. Voilà, c'est très simple, hem, mais c'est pour montrer qu'en fait, il y a quand même des dissonances a priori entre l'émerveillement et le travail. Les 3 raisons de travailler, vont être généralement, c'est très simplifié, mais vont être celle de gagner sa vie, celle d'exister socialement et celle de faire des choses avec intérêt. Donc, ce ne sont pas par ordre croissante d'importance, hein, c'est chacun, peut mettre ses curseurs, où il veut. Mais normalement, voilà, ces trois composantes du travail, nous permettent d'appeler ça travail et de travailler, en essayant de gagner sa vie, d'exister socialement et de faire des choses avec, plus ou moins d'intérêt ou de compétences. Et ce que j'invite à faire ici pour parler d'émerveillement et de travail, c'est vraiment de penser le travail comme une expérience globale. C'est-à-dire que le travail, ce n'est peut-être pas juste le moment où je m'assois à mon bureau ou alors, je vois mes patients, je suis en salle de soins et cetera, mais plus comme une expérience globale. C'est-à-dire que, le travail, en fait, il va se ramifier dans l'expérience que vous en faites pour aller au travail. En fait, par quel chemin vous passez, finalement, le soir, dans votre douche, peut-être que, vous pensez au travail. Donc en fait, c'est aussi comment est-ce que le travail, finalement, il n'est pas que conditionné à quelques heures, d'une journée, mais en fait, penser le travail comme une expérience globale parce qu'il est bien plus poreux, que ce qu'on veut bien, parfois le laisser penser et on aimerait mieux peut-être bien le segmenter, mais il faut dire que, souvent, il traverse un peu ces frontières. Donc l'invitation ici, c'est de penser l'expérience globale du travail, et notamment si on veut réinjecter de l'émerveillement dedans, c'est très important de se dire que, ça va au-delà. Et puis alors je sais qu'il y a un webinaire qui sera donné spécifiquement sur cette question, donc je vais, pas m'attarder, mais juste, ça me semble être une petite question périphérique aussi à l'émerveillement au travail, c'est celle de la question du sens au travail. Hem Pour ce qui me concerne, hein, c'est vraiment une opinion personnelle, pour moi, il y a parfois un peu une injonction à trouver du sens dans le travail, hem, alors qu'en fait, finalement, chacun, peut avoir son propre sens qui est lié au travail et même pour certains, le travail, heu, peut donner du sens à quelque chose qui est extérieur au travail. C'est-à-dire, je gagne ma vie, pour pouvoir, laisser place à ma passion en dehors ou, je gagne ma vie pour pouvoir vivre, avec ma famille, en dehors. Voilà. C'est c'est aussi se rappeler que, parfois le sens même du travail, c'est de pouvoir, faire que l'extra-travail ait un sens et pas le travail en lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et si, on veut effectivement, donner du sens à son travail parce qu'on trouve qu'effectivement on y passe du temps et que c'est important de pouvoir travailler dans ce sens-là, alors à ce moment-là, c'est vrai que moi j'invite à parler de œuvrer. Comme ça, on se connecte directement à quelque chose de plus grand. On sent qu'on participe à faire une œuvre. On participe à quelque chose qui a du sens, en tout cas pour nous. Donc voilà, c'était juste la petite indication que je voulais donner par rapport à ça, parce que souvent c'est corrélé le sens et l'émerveillement. Alors du coup, je vous ai présenté, ce qu'était l'émerveillement, ce qu'était le travail. Peut-être juste avant de passer sur, comment on relie les 2. Peut-être juste prendre un temps où moi je vais aussi laisser un peu de silence pour que vous puissiez peut-être, revenir sur l'image mentale que vous avez eue tout à l'heure sur, qu'est-ce qu'était l'émerveillement pour vous et quel souvenir ça a fait émerger? Hem, pour voir maintenant au prisme de ça si finalement il n'y en a pas eu d'autres, des émerveillements, qui ont surgi entre-temps,
le dernier émerveillement auquel vous pensiez. Peut-être qu'il y en a eu plein d'autres, en fait, entre-temps, dont vous ne saviez même pas que c'était de l'émerveillement. Donc juste, voilà, je vais me taire, mais juste comme ça, vous pouvez aussi vous faire votre petite, analyse. Bon, voilà, je vous laisserai cheminer au fur et à mesure. Je vais essayer de garder le timing pour qu'on ait le temps pour des questions ou des partages, à la fin. Hem, donc comment relier émerveillement et travail? Du coup, est-ce que l'émerveillement au travail, c'est possible? On a vu qu'il y en avait un qui était, vraiment un miracle et l'autre qui était de la souffrance, si je schématise, très fort. Donc comment est-ce qu'en fait on les relie? Pour moi, quand on me demande: «Est-ce que l'émerveillement au travail est possible?» J'ai envie de dire: «Comme partout». Il y a pas de prédisposition, à autre chose enfin, je veux dire, l'émerveillement, il est partout, que ça soit au travail, que ça soit, dans la vie de famille, que ça soit, dans son rapport avec la nature, dans parfois même des choses qui sont, extrêmement graves. J'ai le cas de 2 amis, qui sont par exemple partis sur un le tremblement de terre qu'il y a eu il y a à peu près 1 an, à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Ils sont partis en mission, humanitaire, mission de secourisme là-bas. Et en fait, c'est très intéressant leur retour de cette expérience parce qu'ils ont côtoyé effectivement des choses très graves, parce que, c'était forcément, quelque chose de déchirant sur place. Mais en fait, même dans l'horreur persiste l'émerveillement parce qu'il y a même de la beauté dans ces espaces-là, qui sont, qu'on pourrait penser complètement dénués de toute joie, de tout émerveillement, alors qu'en fait ça en regorge aussi, comme partout. Et ils ont été complètement, émerveillés de voir l'entraide qui s'est mise en place, de voir à quel point les gens, se prêtaient les outils, se faisaient confiance les uns les autres. Ils ont aussi évidemment sorti des décombres, des gens qui étaient encore vivants alors que ça faisait plusieurs jours qu'ils étaient là. Donc en fait, c'est toujours, je dis toujours: «Le grave côtoie le sublime». Donc en fait, pour moi, il y a vraiment pas de terrain qui ne soit pas propice à l'émerveillement. Voilà, ces 2 amis sont venus en fait finalement assez bien parce qu'en fait ils avaient vu des choses aussi magnifiques qui avaient contrebalancé avec les horreurs qu'ils avaient vues et il y avait quelque chose de l'ordre de d'être au cœur de quelque chose de fort, qui connecte à plus grand que soi aussi parce que, bah, on était sur un un désastre, qui était collectif et il y avait vraiment ce sentiment de aussi de se reconnecter à plus grand que soi, à quelque chose qui nous dépasse en fait et sans l'aide de chacun, il y aurait pas pu avoir ce sauvetage. Donc c'est assez, intéressant. Bon là, je vous parle effectivement d'un émerveillement, mais vraiment il n'y a pas besoin d'aller, sur des terrains, aussi forts pour pouvoir le percevoir cet émerveillement. Mais donc du coup, c'est aussi pour, «dédramatiser» entre guillemets le fait de pouvoir le voir au travail. Pour moi, il y a c'est le travail est un vrai terrain d'exploration de l'émerveillement, aussi parce qu'il remplit, les conditions dont on a parlé tout à l'heure. Le travail, c'est aussi une immensité, heu, l'immensité, d'un collectif, d'une entreprise, d'un service public. Ça va être aussi, l'immensité d'une tâche à accomplir. Et puis, ça va être une œuvre collective, donc on va avoir une équipe, on va faire partie effectivement d'une entreprise, d'un collectif, d'une association, hem et on va avoir un besoin d'adaptation à ça, donc de changer qui on est nous pour pouvoir, s'adapter à l'œuvre collective et puis en perception de soi aussi, de dépasser, de se décentrer pour pouvoir, répondre à ce qui se joue. Donc en fait, même toutes les conditions de l'émerveillement sont remplies dans le travail. Voilà, c'est ce que je vous ai mis là en quelques mots. Hem, mais alors du coup, la question qui se pose, c'est finalement pourquoi c'est si dur de s'émerveiller au travail? Si toutes les conditions sont remplies, si on peut s'émerveiller partout, heu, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne s'émerveille pas au travail? Et pour ça, hem, moi j'aime bien parler de cette expérience que vous connaissez peut-être, qui est l'expérience de Joshua Bell. En fait, en 2017, le Washington Post mène une expérience avec, un violoniste qui s'appelle, Joshua Bell, qui est un violoniste mondialement connu, et on va lui faire jouer 45 minutes
à la sortie d'une station de métro, à l'heure d'une heure de pointe. On va lui faire jouer 45 minutes de son plus beau répertoire, sur un Stradivarius ou sur un violon qui vaut, des millions d'euros parce qu'il est super, ancien et cetera, très précieux. Et donc il joue pendant 45 minutes. Il y a à peu près 1 000 personnes qui passent. Il y a aucune personne qui l'applaudit, et cetera. Il y a une seule personne qui va le reconnaître et qui va se dire: «Ah bon, bah, là je l'ai reconnu», donc elle montre un peu plus de gratitude. Mais sinon, personne l'applaudit et il reçoit que 37 $, 45 minutes de jeu, sachant que, ce violoniste, 2 jours avant de jouer dans le métro, sa prestation dans un grand théâtre à Boston, elle jouait à guichet fermé, tout était complet et la place valait plus de 100 $. Donc en fait, ça qu'est-ce que ça nous pose comme question? Ça nous amène vraiment ces questions de, dans un environnement ordinaire, finalement, à une heure inappropriée, sommes-nous capables de percevoir la beauté? De nous arrêter pour l'apprécier et de reconnaître le talent dans un contexte inattendu? Et en fait, ces questions, elles sont fondamentales parce que peut-être qu'elles viennent nous amener à mettre le curseur sur le fait que c'est pas tellement le travail le problème, mais que c'est peut-être la perception qu'on a du travail, qui fait qu'aujourd'hui on s'y émerveille pas ou on s'en émerveille peu. Et vraiment ça, c'est des questions que je trouve qui sont intéressantes parce qu'elles viennent se remettre aussi en question soi, sur comment moi j'aborde le travail, et comment j'apprécie le contexte et comment j'apprécie tout ce qui se passe pour pouvoir créer un terreau d'émerveillement. Et donc du coup, ça vient dire que l'émerveillement au travail, finalement, c'est une réalité à alimenter et que ça ne pourra pas venir, tout seul ou alors dans des cas peut-être assez rares, mais qu'en fait, il faut créer ce fameux terreau fertile pour l'émerveillement et que ça nécessite une disposition en soi à pouvoir, aller, contacter, la joie, contacter l'attention, la présence, pour se laisser émerveiller. Et c'est vraiment ça aussi sur lequel je veux insister, c'est que souvent l'émerveillement, comme il peut pas se provoquer, il va vraiment venir quand on lui laisse la place pour arriver et quand on va vraiment alimenter tout ça. Donc, la qualité de présence est hyper importante. Le fait d'être en attention, le fait d'offrir son écoute aussi parfois, son observation. Il y a vraiment une notion de pleine présence, qui en tout cas est très vertueuse pour, percevoir l'émerveillement. Heu, voilà, le fait d'avoir conscience d'être là, c'est ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'on peut cultiver ça en fait. C'est pas Il y a pas juste, à attendre ou, que ça vienne des autres et cetera, mais vraiment à pouvoir soi-même, s'offrir en fait ces conditions-là, pour que l'émerveillement, nous prenne de court en fait. Parce que je vous rappelle qu'il est lié à un étonnement, donc il faut quand même dire qu'on peut pas juste attendre, il faut quand même avoir ce truc de: «Oh, tiens, je suis étonnée». Enfin voilà, il y a quand même un rapport à la surprise, à l'étonnement pour pouvoir déclencher cet émerveillement. Alors l'autre question, qu'on pose, c'est finalement, on a parlé d'émerveillement et de travail. Je regarde juste l'heure. Solène, n'hésitez pas à me dire. Voilà, pourquoi en fait c'est souhaitable, de réinjecter de l'émerveillement dans le travail? Et pour ça, alors c'est la seule slide qui est un petit peu barbare, je vous l'accorde, mais il y a des études qui ont été faites, heu, dans un département de psychologie de l'université de Berkeley en Californie, sur l'impact qu'a l'émerveillement sur l'amélioration de la santé mentale et physique. Et alors il y a vraiment beaucoup de paramètres, mais globalement, une expérience d'émerveillement, va avoir des ressorts très physiologiques, très physiques sur notre santé. Ça va alors tout est en anglais, hein, je vais essayer de vous traduire 2-3 trucs, mais ça va, descendre le niveau inflammatoire, du corps, ça va, augmenter, la production d'ocytocine, ça cumulé avec une diminution de la perception de soi, ça va en fait donner une espèce de rythme, intérieur au corps
qui fait que et la santé mentale et la santé physique vont en fait, s'en retrouver, assez, boostées. Et c'est donc dans l'étude, elle est hyper grande. Ils ont pris des échantillons assez massifs pour faire tout ça, avec des suivis, de données assez précis. Moi, je ne suis pas rentrée dans, tout ce cette technicité-là, mais c'est comme, la pleine conscience, la réduction du stress. C'est des choses qui vont en fait avoir un impact bien plus large et une caisse de résonance bien plus forte que, juste, je suis un peu moins stressée aujourd'hui, quoi. C'est vraiment les effets long terme. Voilà, donc notamment une augmentation de la longévité, de la santé cardiovasculaire, une baisse des maladies auto-immunes. Voilà, et ça va être à la fois des éléments, comme, l'intégration sociale, le sens, l'impression d'avoir du sens, de regagner la verticalité, de servir quelque chose de collectif, une œuvre collective, que, des choses très concrètes comme, peut-être une respiration qui, se calme et cetera. Vraiment un mélange des 2. Donc j'ai envie de dire rien que pour ça, c'est quand même sympa, de se dire que l'émerveillement a toute sa place au travail. Parce que quand on pense qu'on y passe, plus de 7 heures par jour, bah, j'avoue que ce serait dommage de se priver de ce terrain-là pour pas s'émerveiller. Et puis aussi, l'émerveillement, il peut vraiment être considéré, parce qu'il a plein de bénéfices, comme une compétence clé pour l'avenir. On va le voir dans la slide d'après, notamment, je trouve, par rapport à l'émergence de tout ce qui est robotique. Mais parce qu'en fait, cet émerveillement, il a plein de vertus autres, pareil que sur les vertus de la santé, sur, les compétences, on dit soft skills, donc tout ce qui est compétences, un peu plus douces et aussi les hard skills. Donc le bien-être et la disponibilité, ça on l'a vu, le fait de se sentir mieux. Je l'ai remis parce que c'est quand même une vraie clé, pour le salarié de demain, d'être bien dans son job. Déjà, c'est aussi déjà je trouve une vraie, déjà un vrai progrès. Mais c'est aussi, une augmentation de la créativité et de la capacité à innover. En fait, le fait qu'on s'émerveille, on garde un esprit en veille, on va rester curieux, on va rester ouvert. Et je ne sais pas si vous êtes familier avec ce concept de sérendipité, mais c'est cette histoire d'un promeneur de chiens qui va promener son chien dans une forêt et en fait, il se rend compte que son chien, est rempli de petites, vous savez, les petits picots là sur ses poils, je crois que ça s'appelle de la bardane. Et en fait, il se rend compte que, ces petits picots en s'assemblant, forment des attaches, et il va créer le scratch. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire qu'il partait d'une balade en nature, il partait d'un espace plutôt de vide et de non-intention et puis en fait, il va être pris par un émerveillement qui va faire qu'il va être innovant. Donc vraiment ce potentiel d'innovation qu'a l'émerveillement, il est ultra fort, parce qu'il nous permet de faire des liens heu, entre, entre ce qu'on perçoit et la réalité et imaginer le futur. C'est aussi la résolution de problèmes complexes parce qu'en fait, on va aller chercher des solutions un peu différentes. En se laissant émerveiller, on va avoir un terrain beaucoup plus large, des œillères qui sont beaucoup plus vastes, et nous permettre de, je sais pas, par exemple, heu, s'entourer de façons de faire un peu différentes, rester dans une forme d'inspiration, que des collègues pourraient avoir et qui pourraient nous aider à résoudre un problème d'une autre manière. Faire des ponts, en fait, des ponts mentaux entre, qu'on attendrait que le problème résolve et ce qu'on peut imaginer comme autre solution. Donc, il y a aussi vraiment quelque chose dans, faire des passerelles un peu différentes. Dans les relations interpersonnelles aussi, le fait d'être plus en présence, en disponibilité, ça améliore beaucoup la qualité relationnelle. Je vous parlais de l'écoute tout à l'heure, on valorise pas assez l'écoute, mais c'est un vrai cadeau qu'on peut faire et que vous pouvez faire autour de vous aussi, d'écouter quelqu'un. Et donc, en ce sens-là aussi, les relations interpersonnelles, gagnent. Donc, c'est aussi une compétence clé, d'être dans une forme de sociabilité, assez qualitative dans le travail.
Et puis, la motivation parce que ça va réveiller l'enthousiasme, parce qu'en fait, quand on est touché par l'émerveillement, il y a quand même quelque chose de, les étoiles dans les yeux, de quelque chose qui se rallume, d'une flamme qui reprend de la densité, et qui nous met dans un état de flow. Et ça, c'est important aussi pour la productivité, c'est-à-dire quand on est bien, quand on sent pas en fait la on est suffisamment stimulé et on est suffisamment en bien-être, en fait, on va avoir une productivité dont on va même pas se rendre compte tellement elle est en fait, elle s'auto-remplit elle-même. Donc, et pour les motivations et pour la productivité, l'émerveillement, heu, est en fait tout indiqué pour pouvoir, avoir un collaborateur, ou un soignant ou un un bâtisseur, un charpentier qui soit, beaucoup plus animé par ce qu'il fait et donc, beaucoup plus, en lien avec son travail. Et aussi, ce que je voulais vous dire, à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est que la capacité de transcendance, elle nous caractérise en tant qu'humains. C'est-à-dire que si on voit émerger, de plus en plus de la robotique, des intelligences artificielles qui vont pouvoir faire, en fait, les calculs, des calculs extrêmement, factuels à notre place, ou dirigés par nous, hein, on verra, mais en 2050, il y a quand même des chances que le progrès, enfin, à voir selon les scénarios, mais voilà, il y a quand même des chances que le progrès ait encore, augmenté d'ici là. Hem, Qu'est-ce qui, en fait, il va nous rester en tant qu'humains? Et moi, j'aime beaucoup cette étude qui a été faite, par un institut qui s'appelle VIA Institute, par Martin Seligman et Christopher Peterson. Ils ont, en fait, pris, et sélectionné 6 grandes vertus, desquelles découlent, 24, forces de caractère. Et je trouve que c'est ultra intéressant parce que sur toutes ces vertus, je trouve qu'il y en a assez peu qui peuvent être faites par de l'intelligence artificielle et qui, du coup, viennent nous rendre notre noblesse d'humain à pouvoir, percevoir toutes ces choses-là. Et notamment la transcendance, hein, donc, dans l'émerveillement s'inscrit particulièrement dans la transcendance, l'appréciation de la beauté, la capacité d'être en gratitude, l'espoir, l'humour, la spiritualité. Ça, c'est vraiment des choses que les machines aujourd'hui ne peuvent pas, ni ressentir, ni avoir cette finesse, de proposition autour de ça. Heu, Vraiment, il y a quelque chose qui est de l'ordre de ça doit être filtré par un humain, transcendé par un humain pour pouvoir exister. Donc, je trouve ça assez fort aussi de se rappeler ça, parce que dans un monde, futur du travail, bah, peut-être qu'en fait ces qualités-là, elles vont être bien valorisées puisque des machines pourront faire tout le reste. Et peut-être que nous, en tant qu'humains, ça va nous forcer aussi à refaire tout ce travail-là d'être des êtres sensibles qui perçoivent les choses et pas qu'être des êtres, faiseurs et dans une forme d'action. Voilà pour ça. Hem Et ça, c'est juste mon petit message, un peu plus personnel. C'est aussi et surtout quand on imagine des futurs souhaitables, c'est osons l'émerveillement. N'en ayons pas peur, parce qu'en fait, moi j'ai la conviction, quand on est bien avec soi, on est bien avec le monde. Donc osons nous émerveiller pour ramener cette notion-là dans le monde. Et j'aime beaucoup cette citation de Christiane Singer qui dit: «Notre devoir le plus impérieux est peut-être de ne jamais lâcher le fil de la merveille. Grâce à lui, je sortirai vivante du plus sombre des labyrinthes». Et c'est ce que je vous disais aussi, par rapport à ces 2 amis qui sont allés, faire du secourisme, pendant le tremblement de terre. C'est qu'en fait, même dans les situations les plus sombres, l'émerveillement peut nous raccrocher à l'espoir de faire vivre des choses, plus heureuses, plus joyeuses, plus humaines. Donc, il y a vraiment, j'appelle ça un outil de lumière et Belinda Cannon a cette formule qui dit: «Pour résister à l'enténèbrement du monde». Donc je pense que plus que jamais, c'est souhaitable, de s'émerveiller et d'injecter l'émerveillement. Alors maintenant, j'espère que ça va, que je ne vais pas trop vite. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les poser, ou des partages aussi, hein, n'hésitez pas. Hem, Là, maintenant, je vais me concentrer plus sur, comment est-ce qu'on peut remettre de l'émerveillement dans son récit, dans sa production, pour, notamment, bah, aider les concouristes à aussi, faire transmettre cet émerveillement et essayer de s'y connecter pour mieux le diffuser. Alors j'ai moi-même pensé à 4 clés, que je vais vous partager.
Et puis, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Donc, après, ça reste l'appréciation de chacun. Mais voilà les clés que je vous propose. Hop. Oui, juste pour rappeler, ça, c'est que comme l'émerveillement, ça ne se provoque pas, évidemment, je ne viens pas avec des recettes toutes faites pour, dire: «Ah ça va être émerveillant», mais plutôt pour inviter, pareil, à créer ce terreau d'émerveillement à l'image d'un jardin vraiment. On plante, on crée, on brasse la terre, on arrose, vraiment on constitue et on crée son potager, mais sans forcément attendre, que, la petite pousse arrive par là, que la fleur arrive par là et que le fruit soit là dans 2 heures. Donc c'est vraiment, ce travail de longue haleine, pour s'émerveiller soi et pour émerveiller l'autre en retour. Alors ma première clé, c'est, ce que j'ai appelé les détails magiques. C'est vraiment cette faculté qu'il peut y avoir dans les productions à trouver de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Hem, Dans peut-être, la vision du travail en 2050, ça va venir s'inscrire dans un quotidien, dans, quelle sera une journée type, par exemple, à ce moment-là et vraiment, continuer d'aller chercher le beau dans cette démarche-là. Et vraiment d'essayer d'aller voir ce à côté de peut-être quoi ce à côté de quoi on passe, si on va trop vite, si, on ne prend pas le temps d'observer, si on ne prend pas le temps d'être pleinement présent. Et il y a cette, citation aussi, de Charles Baudelaire qui dit: «Un homme peut, s'il est vraiment sage, jouir sur une chaise de tout le spectacle du monde». Et je trouve ça aussi très beau parce qu'en fait, encore une fois, on a des rythmes qui sont effrénés, mais finalement, c'est aussi intéressant d'imaginer quel sera le rythme en 2050, en fait et est-ce qu'on pourra, prendre le temps? Heu, Est-ce qu'on n'aura pas le choix que de reprendre le temps? Voilà, donc c'est assez intéressant et aussi, de rendre ces lettres de noblesse à la simplicité et moi, je trouve que cette image, par exemple, elle témoigne bien de ça, hein. C'est vraiment juste une flaque d'eau, mais en fait, c'est tellement beau de voir ce reflet du ciel sur un bout de route, et de bitume, et c'est vraiment ça, en fait. Ça a pas besoin d'être compliqué, et surtout si on souhaite que ça soit, souhaitable et résilient d'un point de vue écologique aussi, finalement, ça a pas besoin d'être, complètement, heu, gigantesque et ultra sophistiqué. En fait, les belles choses sont dans des choses très simples. Donc voilà et puis, dans le récit, dans la production, qui va peut-être être amenée à être faite, c'est vraiment choisir le regard porté. Hem, Ça va être vraiment, dans quel personnage je me glisse pour aussi, amener un angle de vue qui soit un peu, différent. Voilà, donc j'ai vraiment appelé ça les détails magiques, ceux qui vont faire que ce qui nous paraissait, tout bête et complètement ordinaire, en fait, se transforme en petits, trésors. La deuxième clé, c'est celle du voyage sensoriel. En fait, c'est celle de, j'appelle ça les portes de la perception. C'est vraiment, rendre palpable l'univers, que vous allez créer en y injectant une forme de sensorialité, de matérialité, qu'on puisse, heu, en tant que lecteur, spectateur, que le jury peut-être, puisse vraiment ressentir avec ses sens, toucher du doigt l'univers dans lequel vous le projetez. Heu, donc vraiment en essayant d'amener, les 5 sens, en essayant de peut-être d'avoir des descriptions. J'appelle ça une narration un peu immersive, c'est-à-dire, vraiment, quand je suis dans cet univers-là que vous me proposez et ben, qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je vois? Heu Quelle est l'intensité de la lumière à ce moment-là? Comment, sont, les futurs collègues avec qui j'interagis? Hem Est-ce que je travaille toujours sur un ordinateur? Enfin voilà, essayer vraiment de donner un sens, très palpable en fait aux choses. Et puis, se rappeler aussi que les sons alors j'ai vu qu'il y avait aussi du podcast, donc peut-être les sons pour le podcast ou la vidéo, peut-être plus, les lumières, les couleurs aussi pour, tout ce qui sera, BD, vidéo aussi. Hem L'importance, ouais, de remettre ces éléments-là, et peut-être de les réimaginer aussi, dans ce que sera 2050. Heu, voilà, en tout cas remettre de l'ambiance, véhiculer,
une forme d'immersion pour qu'on puisse s'y projeter. Voilà pour cette deuxième clé. La troisième, c'est repoétiser le monde. J'aime bien cette citation: «Sans la poésie, il n'y a pas de vie supportable». Je crois que c'est le petit-fils de Louis Pasteur qui, qui a écrit ça et c'est vrai que, c'est une invitation aussi que fait Aurélien Barraud beaucoup dans ses interventions. Si vous le connaissez, il reparle de l'importance de la poésie, parce qu'elle va venir, nous amener des images évocatrices. Elle va avoir une délicatesse du mot et ça, c'est très cohérent avec cette espèce d'état de présence, d'observation assez minutieuse des choses. Donc c'est vraiment comment est-ce que je peux remettre une forme poétique à ce que je vois, à ce que je vis. Donc utiliser pourquoi pas un langage aussi assez métaphorique qui nous amène tout de suite vers, des images, de la symbolique qui nous évoquent, qui sont évocateurs pour nous. Et vraiment, ne pas hésiter, voilà, à nous emmener dans nos images et nos imaginaires. C'est aussi une forme d'éloge de la lenteur parce qu'en fait la poésie, bah, c'est assez c'est assez lent, c'est assez subtil. Donc c'est comment on fait de la place pour ça aussi et peut-être qu'il y a des choses à trouver aussi dans le format, qui sera présenté, peut-être sur, justement, ce nouveau rapport au temps. Et puis, bah, je ne pouvais pas ne pas citer les haïkus. Ces petits, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est des petits poèmes qui sont d'origine, japonaise et qui célèbrent l'évanescence des choses, heu et toutes les petites sensations que ça suscite. C'est très succinct, c'est assez court. On a l'impression que ça a ni queue ni tête quand on les lit une première fois, puis en fait, quand on se plonge dedans, on commence à ressentir vraiment, l'odeur du thé, les choses qui sont décrites. Donc vraiment le haïku, aussi, heu, je trouve un médium assez intéressant, pour ça. Et puis la quatrième clé que je voulais vous partager, c'est dans ce rapport à l'inconnu. C'est vraiment de ne pas hésiter à surprendre, à faire voyager dans d'autres facultés, d'autres prismes, qui pourraient aussi un petit peu, étonner, le lecteur, étonner le destinataire. Aristote dit: «La surprise est l'épreuve du vrai courage». C'est vrai que, bah, quelqu'un qui va essayer de comprendre, l'univers dans lequel vous l'emmenez, alors qu'en fait ça correspond pas vraiment à ses schémas, initiaux, ben, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il fait ce pas-là d'aller dans l'inconnu et c'est là où il a des chances de trouver, l'émerveillement. Donc vraiment rencontrer l'altérité, qu'est-ce que ça sera le rapport à l'altérité aussi en 2050? Et puis, voilà, oser bousculer les schémas mentaux, heu, essayer peut-être de jouer avec les paradoxes, parce qu'en fait toute société est faite de paradoxes, donc en fait en 2050 aussi, qu'est-ce qu'on pourra voir comme, différentes polarités, émerger? Et puis cette notion aussi de ne pas hésiter à imaginer des nouvelles formes d'adaptation. En fait, on est quand même des êtres qui s'adaptons, parfois, avec beaucoup de résistance au changement, mais en fait, parfois malgré nous, en fait, on est très adaptable. Donc ne pas hésiter, voilà, à emmener, surfer la vague plutôt que de lui résister. Hem, et essayer vraiment d'emmener dans faire penser peut-être un peu différemment. Ça peut vraiment déclencher, un émerveillement, qui soit, assez intéressant. Voilà pour mes 4 clés. Pour juste conclure sur ces 4 clés, il y a cette phrase de Gandhi qui dit, «Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde». Mais c'est un peu pareil pour l'émerveillement, c'est, hem, hem, comprenez, voyez, émerveillez-vous, pour pouvoir émerveiller le monde et pour pouvoir, faire que cette vertu-là, elle irrigue et que, elle soit de plus en plus présente aussi dans nos sociétés, dans le travail, dans les différentes, sphères de nos vies, heu et qu'on puisse, la propulser aussi dans une vision d'avenir. Et puis, je conclurai par une définition qui est donnée par, Sylvain Tesson, qui définit une fée, parce qu'on est quand même dans ce rapport au merveilleux, et qui dit qu'une fée, c'est une qualité du réel révélée par une disposition du regard. Il y a une façon d'attraper le monde
et d'y déceler le miracle. Donc voilà, une invitation à être, chacun des faits. Voilà un petit peu pour tout ça. Merci beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas si Merci beaucoup Marine. Merci beaucoup. Si avec on plaisir. va passer à un petit temps d'échange si vous avez des questions, des remarques. J'ai vu qu'il y en avait une qui était assez intéressante, qui dans le chat justement, qui disait: «Je me demande si tout un chacun est capable de s'émerveiller». Alors on en a parlé très brièvement au tout début de la présentation, mais si vous voulez réagir Marine, sur cette Mmh. remarque? Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à chacun, est capable de s'émerveiller. Ce qui peut avoir lieu parfois, c'est une forme de désenchantement qui fait qu'on sabote un peu cet un peu enfant intérieur qui, lui, a cette propension à pouvoir s'émerveiller assez facilement. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que dans l'exemple que je vous partageais sur, Joshua Bell, vous savez, le violoniste, en fait, l'expérience raconte qu'effectivement, il y a les seuls qui se sont arrêtés, ça a été les enfants. Les enfants, ils ont un peu cette capacité, hyper intuitive, de s'émerveiller et en fait, peut-être que si on a perdu la capacité de s'émerveiller, c'est plus qu'on l'a perdue plutôt qu'on ne l'a pas du tout. C'est plus, essayer de la retrouver, de la rembobiner, hem, et par contre, elle peut être différente pour chacun, donc vraiment, ce n'est pas ce qui va émerveiller, quelqu'un qui va, vous émerveiller vous. Hem, mais mais pour moi, il y a vraiment aucune contre-indication à l'émerveillement et aucune incapacité, de s'émerveiller. Est-ce qu'on pourrait dire, alors je sais vraiment, tâter un petit peu le terrain à l'aveuglette, mais est-ce que finalement il y aurait pas, des compétences cognitives, et émotionnelles à développer spécifiquement? Quand on voit que finalement les enfants ont plus cette spontanéité, ce regard aussi. Moi je pense aussi aux créatifs, je pense aux photographes notamment qui ont cet œil, où ils s'arrêtent à n'importe quel moment dans leur quotidien et se disent: «Ah là, il y a une belle lumière, il y a une belle photo, il y a une belle prise» et cetera. Enfin, quand on pense à tous ces directeurs artistiques aussi qui voilà, travaillent avec leur environnement, qui perçoivent des choses dans leur environnement et qui ont cette capacité à le souligner, à dire: «Ça, c'est beau, ça fait un effet, ça surprend, ça peut générer justement de l'émerveillement». On pourrait se dire que finalement, il y a peut-être des qualités cognitives et émotionnelles, qui font que certaines personnes ont cette capacité quand même à s'émerveiller plus facilement que d'autres. Oui, pour moi, c'est comme un muscle, en fait. C'est-à-dire que ça se travaille. Peut-être que, certains vont avoir plus eu l'habitude de pouvoir prendre le temps de s'arrêter, de pouvoir souligner ou d'être très observateurs, donc ils vont avoir, enregistré et maintenant on a l'impression que, ils sont plus à même de pouvoir s'émerveiller. Mais vraiment, c'est comme un muscle, ça s'entraîne, c'est vraiment ce rapport à être en attention avec le monde, pour moi, qui fait qu'on a plus de chances de s'émerveiller. Donc effectivement, oui, l'attention, cultiver la lenteur, hem, cultiver aussi une forme d'ouverture d'esprit sur les choses, ouais, de spontanéité, ouais, tout à fait. Est-ce que vous, parmi nos auditeurs, nos spectateurs, il y a des questions? N'hésitez pas si vous souhaitez prendre la parole ou si vous préférez pas, prendre la parole, vous pouvez également écrire un petit mot, sur le chat. Bon, en tout cas, pas de questions dans l'immédiat. Moi, je voulais juste faire aussi un petit parallèle avec votre, présentation, notamment sur le fait que c'est vrai que là, dans le cadre du concours, on a parlé à la fin des clés, de l'émerveillement, mais je trouve qu'en soi, le concept même de l'émerveillement avec les 3 composantes, dont vous parliez, tout à l'heure, c'est un super outil, réel pour créer une œuvre
et pour générer une adhésion à un récit, à une narration et à une vision, qu'on veut propulser, en fait. Je pense à l'immensité, vous parliez, en fait, finalement, ça va être aussi le côté très nouveau, le changement du regard, le besoin d'adaptation. Oui, voilà, le changement de la perception de soi, ça peut être vraiment générateur d'émerveillement. Donc le récit même produit dans le cadre du concours Positif Futur pourrait, par l'émerveillement, avoir une forme d'adhésion, provoquer une forme d'adhésion à un récit ou à une vision, plus désirable, de l'avenir. Ouais, complètement. Ouais, ouais, complètement. C'est pour ça que cet émerveillement, je trouve qu'il est finalement assez, on en fait, il est suffisamment fort pour être à la fois, un comment dire? Une conséquence qu'une cause. C'est-à-dire que ça peut à la fois être un ingrédient de la recette, si on arrive à s'émerveiller, généralement ça transpire, ça rayonne l'émerveillement. Donc je pense que peut-être même les œuvres qui touchent le plus sont des œuvres qui ont justement été faites dans une forme d'émerveillement. Heu, Peut-être que ça touchera pas tout le monde, mais peut-être que ça c'est si quelqu'un s'est senti touché par ça et pour en faire une œuvre, je pense que ça par émanation, ça rayonne. Et puis, heu et puis parfois, l'intention est très différente, de la perception. C'est-à-dire que l'œuvre, elle va être réalisée dans un peut-être, pour choquer positivement ou pour, amener quelque chose d'autre et puis en fait, ça va être une perception tout autre, en fait. C'est ça qui est beau, c'est comme c'est imprévisible, heu, on on peut se laisser surprendre, par l'émerveillement et le provoquer, nous-mêmes le générer et le ressentir. Et tout à fait, je pense que dans les récits, aussi de prospective qui invitent en plus à un nouveau regard, il y a le nouveau, il y a le regard, il y a déjà 2 choses qui font qu'on est effectivement très proche on a des chances d'émerveiller. Mmh. Tout à fait. Il y a Élise dans le chat qui demande: «Est-ce que la technologie qui nous entoure de plus en plus empêche l'émerveillement ou peut la permettre?» C'est une bonne question. Honnêtement, c'est une bonne question parce que, je pense, c'est personnel, mais je pense que, la technologie peut émerveiller. C'est juste une question d'habitude, en fait. Alors, il y a quand même quelque chose, c'est que ce qui est le plus émerveillant, a priori, c'est la nature. C'est soit, l'humain que je côtoie, soit, la faune, la flore, la nature, l'air, enfin vraiment des choses le soleil, le ciel, enfin voilà, vraiment la nature, c'est le plus grand réservoir d'émerveillement. Après, il y a de l'émerveillement dans tout. Donc, je dirais que, pareil, les nouvelles technologies, les écrans, le numérique n'échappent pas à ces règles-là. Heu, c'est juste que, c'est peut-être un émerveillement un peu différent. Mais j'ai ces conversations parfois avec des amis sur le jeu vidéo aussi, hem et en fait, quand on est un petit personnage, qu'on est relié en réseau, pour une quête collective et qu'en fait on va avoir des choses, en fait, il y a une forme d'émerveillement. Après c'est le bien, le mal, voilà, c'est ça qui après, vient, mais il y a une forme d'émerveillement à mon sens. Merci. Pas d'autres questions en tout cas. Moi de mon côté, c'est tout bon. Je vois que dans le chat aussi, il n'y a pas de nouvelles questions. Bon, je pense que Merci pour votre attention. Et puis, merci beaucoup Marine. Oui, merci aussi à vous Solène, hein, de avec m'avoir confié et de coordonner tout ce beau projet. merci beaucoup. Merci pour, cette présentation très riche, très intéressante. Je pense que ça change aussi un petit peu, des webinaires que nous avons réalisés jusqu'à présent. Donc, c'est bien aussi d'avoir une vision un petit peu plus, philosophique, on va dire et une autre perception, de la chose, en tout cas un autre point de vue. Et du coup, j'en profite pour, dire à nos auditeurs, enfin nos spectateurs de ce soir que nous avons un prochain webinaire qui aura lieu donc mardi prochain, le 12 mars à 18h30, sur le sens au travail, le fameux, webinaire. Donc nous aborderons le sens au travail sur un plan un petit peu plus, théorique et avec également, aussi une perspective sur l'application du sens, du point de vue pratique, mais également son impact sur le bien-être au travail. Voilà. Donc, toutes les informations sont sur le site internet de Positif Futur et vous pouvez vous inscrire en ligne. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé et puis à très bientôt. Merci à tous, bonne soirée. Au revoir.